Bonjour et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, l'invité du jour là, vraiment, c'est avec un très très grand honneur que je reçois cette personne. Tellement son CV est long. Permettez-moi de lire l'intro sur mon portable parce que elle fait beaucoup de choses. Vraiment, elle. Hey, je suis très honoré. Dans Nat Show, on reçoit de plus en plus vraiment des personnes qui honorent l'émission. Aujourd'hui, on reçoit Sonia Guissa, chroniqueuse à NCI, s'il vous plaît, à la télé d'ici. Un coucou à Cheikh Ivan. Elle est passionnée de cinéma, de culture africaine et de médias. Elle est blogueuse cinéma, journaliste sur NCI, comme je l'ai dit, engagée avec Labouzi Entertainment, son entreprise de médias qu'elle a créée pour valoriser le cinéma africain. Elle met sa plume et sa voix au service du cinéma ivoirien et africain et des histoires africaines. J'ai déjà dit, je suis un peu perturbé par l'invité. Veuillez accepter mes excuses. Son parcours est porté par la passion et l'engagement, raconte une autre manière de voir et de faire vivre le cinéma africain. Guissa Sonia, merci d'être sur le show. Je suis perturbée, je suis intimidée. Mais pas du tout. C'est pour ça aujourd'hui, vraiment, je bégayais dans la présentation. Mais merci beaucoup. Mais moi, je suis honorée aussi d'être sur ton plateau. Merci. Et c'est vraiment, merci de me recevoir. Comme on dit chez nous, Aquaba. Merci. Et le vol, ça a été? Ça a été, merci beaucoup. Parce que je sais que tu es arrivé hier matin. C'est ça. Et j'ai tenu à être là. Parce que je me suis dit, un plateau de qualité comme ça, on le rate pas. Oh, vraiment, c'est Sonia Guissa qui l'a dit. Voilà, c'est Sonia Guissa qui l'a dit. En tout cas, je suis très, très, très honoré, comme je l'ai dit, parce que je n'ai pas n'importe qui. Je suis déjà dans le métier il y a longtemps. Moi, je démarre, et toi, tu étais dedans il y a longtemps. Et voilà, et très honoré, c'est qu'aujourd'hui, là, je bégaye. J'espère que le reste de l'émission va bien se passer. Mais ça va bien se passer, c'est moi. Tu vas me guider un peu. On va se guider, on va se guider. Bon, j'ai dit beaucoup de choses parce que tu fais beaucoup de choses. Oui, c'est. Et tu es une jeune dame quand même pour tout ce que tu fais. Écoute, on va dire que c'est la grâce de Dieu. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et puis, le travail. Oui, si. Le travail. Oui, c'est. Il y a Dieu qui aide, mais c'est d'abord toi-même qui commence. Et qui est Sonia Guissa? Alors, Sonia Guissa, c'est une jeune Ivoirienne donc, qui travaille à la télévision ivoirienne, donc NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, en tant que chroniqueuse et rédactrice en chef de l'émission La Télé d'ici. Et le premier talk show audiovisuel de Côte d'Ivoire, ou en tout cas de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire, et qui est le talk show phare de la chaîne. Et à côté, j'ai créé Labouzi Entertainment, qui est une boîte de distribution de films. L'objectif, c'est vraiment de valoriser et faire voyager les histoires africaines. Et en fait, voilà en gros ce que je suis, ce que je fais. Et justement, là, avec Labouzi Entertainment, je pense que tu as créé un festival. C'est ça. On va parler, voilà, on va juste l'annoncer, mais on va rentrer plus en détail après. C'est Paris Voir Cinéma. C'est ça, Paris Voir Cinéma qui a sa deuxième édition. Donc la seconde édition, c'est dans quelques jours. C'est du 29 au 31 mai. On le fait à l'ECAR, qui est une école, enfin l'une des meilleures écoles de cinéma en France. Et c'est important pour moi de faire un festival de films africains dans un lieu de savoir du cinéma. J'espère que les gens viendront beaucoup, parce que la plupart des stars de ces films sont là pour rencontrer la diaspora. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de parler, de défendre le cinéma ivoirien? Parce que je suis une passionnée de cinéma, déjà, de médias. À travers tes plumes. Ouais, et oui, parce que j'ai été blogueuse par le passé, blogueuse cinéma. Et puis à un moment, après mes études en journalisme, après d'avoir travaillé un tout petit peu, j'ai décidé de venir faire une école de cinéma à Paris. Et en fait, pendant ma formation, donc mes 2 ans de formation pour mon master, je me suis rendu compte que les études étaient très franco-européennes. Et chaque fois que je parlais de cinéma africain, même on ne savait pas, et ivoirien, c'était encore, voilà. On a l'impression de prêcher dans les réserves.
En plus, j'étais plus la seule noire de ma classe, donc c'était encore plus drôle quand je me retrouvais à parler de films ivoiriens. Il y a certains qui étaient «Ah, mais tu vis dans les arbres?» Bon, bref, ça, je pense qu'on a tous ces anecdotes à quand on vit en France. Et donc, je me suis dit, quand j'allais rentrer, bah, j'allais envoyer mon cinéma justement en France pour ne plus qu'ils disent que, mais où est-ce qu'on voit vos films? Parce que c'était ça la question qu'on me posait. D'accord, tu me parles de ton cinéma, mais où est-ce qu'on voit vos films? Et moi-même, quand j'étais en France, je ne savais pas où voir nos films. Quand je me suis dit, la prochaine fois que quelqu'un m'allait parler de cinéma africain, quand ils diront où est-ce qu'on voit mon film, ils diront, bah oui, voilà. C'est comme ça que voilà, des festivals, il est né, enfin d'une frustration, mais il est né comme ça, depuis 2018, quelque part dans ma tête là. Et selon toi, pourquoi le cinéma ivoirien peine à être distribué à l'international? Pourquoi ils peinent à être pris au sérieux, même, je veux dire, même au niveau de l'Afrique, notre cinéma, il voyage pas beaucoup parce qu'on a très peu d'écrans aujourd'hui en Afrique et pourquoi on a du mal à s'exporter. Parce qu'il faut comprendre aussi, le cinéma africain, il est très codé. Et je pense que, par exemple, la France, pour avoir fait une école de cinéma, ils sont plutôt sensibles aux films d'auteurs. Entre-temps, bah, en Côte d'Ivoire, on aime rire. On va plutôt partir sur des histoires qui nous racontent, sur comment on rigole, sur notre quotidien. Mais eux, ils vont plutôt être intéressés. Je dis, par exemple, la plupart des films africains qu'on connaît dans nos écoles ou ici, ça va être des films sur l'immigration, ça va être le film de Mati Diop, Atlantique, qui parle de quelqu'un qui a pris un bateau, qui est des idées. Enfin, ils envoient une image hyper arriérée et je ne sais pas s'ils sont forcément prêts à voir cette Afrique-là qui se développe. Non. Je pense que c'est à nous de leur envoyer ou non pas, enfin, pourquoi pas de leur imposer la vraie réalité qu'est l'Afrique. Enfin, l'Afrique a tellement évolué, la Côte d'Ivoire a tellement évolué que c'est dommage que ce soit ce type de film. Et leur montrer qu'on a d'autres choses à offrir. Mais après, c'est vrai que les Français sont hyper sensibles aux films d'auteur. Donc, c'est pour cela que c'est le premier marché que j'ai envie de séduire avant d'exporter le festival. D'accord. À l'inverse du cinéma nigérien, qui s'exporte vraiment très bien à l'international, quel est, selon toi, pourquoi le cinéma nigérien s'exporte aussi bien et le cinéma ivoirien a un peu plus de mal? En fait, je pense qu'on a l'impression que le cinéma nigérien s'exporte. Non, au Nigeria, ils sont beaucoup. Et je pense qu'en Afrique, on consomme beaucoup nigérien. Bon, la dernière fois qu'un film nigérien a été, par exemple, sélectionné au Festival de Cannes, ça date. C'est fou, je sais même pas. Donc, non, ils ne s'exportent pas tant que ça. Mais leurs communautés qui sont... Par exemple, je vais prendre le cas de Hiroko TV qui avait bien fonctionné. C'est une plateforme qui avait été créée par un Nigérien. Comment est-ce qu'il a créé cette plateforme? C'est qu'il vivait à Londres, où il a une forte communauté nigériane. Il allait aller décider. Et en fait, la communauté nigériane consommait. Quand ils sont beaucoup et qu'ils sont un peu partout, bah, ils consomment leurs trucs et ils partagent ça autour d'eux. On a l'impression que leur cinéma s'exporte. Après, il y a Netflix aujourd'hui qui s'est installé au Nigeria. Donc, on voit le cinéma nigérien, mais c'est parce qu'ils ont une forte population. Par exemple, les plateformes s'intéressent moins au marché francophone parce que nos populations ne sont pas grandes. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, on a à peine une trentaine de millions d'habitants. Pour Netflix, c'est pas un gros marché. Et je pense que le marché nigérien lui-même, il se nourrit déjà. Donc après, voilà, nous, on consomme parce que à un moment, dans la plupart des pays francophones, on ne produisait plus. Et c'était les films nigérians qu'on regardait. C'est vrai, si je me souviens. Traduits approximativement. Quand on regardait. De voir quelques Et voilà, séquences drôles sur exactement, TikTok, quand on voilà. regardait. Et on a l'impression que voilà, leur cinéma s'exporte mieux que beaucoup d'autres. Non, mais c'est parce que je pense que voilà, ils ont un bon soft power. Je trouve que leur musique s'exporte mieux que leur cinéma. Voilà, c'est pour ça que je dis ils ont un bon soft. Communication Exactement, et aussi le fait d'avoir créé le Nollywood. Je exactement. pense que ça, ils ont une industrie derrière. Et est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas s'inspirer de ça pour créer aussi une industrie comme ça, comme Nollywood, pour faire bloc et vraiment mieux exporter à l'extérieur? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas... Ah, moi, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est un problème que beaucoup de pays francophones ont. C'est difficile de copier le modèle nigérien parce que le marché nigérien se nourrit lui-même. C'est-à-dire que tu sors un film au Nigeria, tu peux faire 1 million d'entrées, tu peux faire 2 millions d'entrées, ce qui n'est pas... Par exemple, en Côte d'Ivoire, le dernier film qu'on estime être un box-office, il y a un film, le film de Kadi Touré, Marabout Chéri, il a fait 39 000 entrées en salle. Et c'est un box-office. Non, mais au Nigeria, on fait du 1 million d'entrées. Mais c'est parce qu'ils ont une vraie population. Donc, au Nigeria, les producteurs, ils produisent sans avoir besoin du public. Parce que les entreprises privées, c'est-à-dire des banques, des marques, investissent des millions dans le cinéma. Aujourd'hui, il y a des Nigériens qui ne partent même pas au cinéma. Ils produisent juste pour YouTube. Et ils vivent très bien.
Parce qu'il y a une population, alors que notre cinéma, malheureusement, on n'a pas cette population. Et beaucoup de nos pays, comme on a été colonisé par des Français, on copie un peu le modèle français, alors que malheureusement, on n'a pas de CNC. Donc, on va vouloir plutôt aller vers le public quand on va faire un film. Et puis, notre marché, comme je dis, il n'est pas grand. On n'a pas beaucoup de salles de cinéma. Donc, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est plutôt créer une sorte en fait, tous les pays francophones devraient s'allier de sorte à ce que nos films puissent circuler facilement et envoyer les films vers les populations de l'intérieur du pays. Parce qu'en fait, la plupart des salles de cinéma existent que dans les grandes villes. Par exemple, à Abidjan, aujourd'hui, on a pratiquement 13 écrans, mais à l'intérieur, il n'y a pratiquement pas d'écran. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire voyager les films à l'intérieur du pays, de sorte à ce que les gens payent et que, voilà, on crée une industrie locale. Moi, je pense que c'est comme ça que les choses pourraient évoluer. Mais en tout cas, avec Ivoire Paris Cinéma, ça c'est vraiment un très bon projet. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, c'est la première fois que je vois un projet de ce genre, voilà, qui exporte le cinéma africain, le cinéma ivoirien, voilà, sur un autre continent. Et tout à l'heure, tu disais que quand tu étais à l'école ici, tu étais la seule noire. De ma classe. C'est ta classe, mais comment est-ce que tu as vécu ça? Bah après, j'étais dans une école primaire dans le 15e, donc je pense que quand tu choisis une école de ce type-là, faut t'attendre à ce que, voilà, ils aient pas forcément l'habitude. Comment j'ai vécu? Bah, j'ai vécu, au départ, tu es choquée par certains commentaires, parce que moi, je travaillais, j'avais déjà une vie quand j'ai essayé de reprendre mes études, donc tu es choquée souvent par les commentaires, par le fait qu'on mette la main dans tes cheveux sans te demander, par le fait que chaque fois que tu changes de coiffure, on est surpris, le fait que tu mets des couleurs. Ça choque les gens parce qu'ils sont tout le temps noirs. Après, bah, tu t'y habitues. J'avoue qu'au départ, tu sais pas s'il faut répondre à certaines choses. Parce que tu te dis, ils sont ignorants, oui, ils sont bêtes. Tu sais pas, en fait, parfois. Et il y a des fois où tu rumines parce que tu te dis, j'aurais dû répondre là. Mais après, tu t'y fais, tu développes tes mécanismes. Tu sais à quel moment il faut répondre, à quel moment il faut se faire, à quel moment il faut ignorer, à quel moment, en fait, il faut éduquer, à quel moment, en fait, il faut dire que il est con, quoi. Donc, moi, je pense que ça m'a forgé dans mon parcours. Et c'est pas une bonne chose à faire. Ça a apporté un plus. Ça apporte un plus. Franchement, je pense que ça c'est que du positif, tout ce toyou pour lui. Et tu es plus très franche, hein? À l'époque. Et est-ce qu'il y a certaines personnes, tu as eu des remarques de certaines personnes, des retours où certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié ou bien pris la critique? Oui, à l'époque, quand j'étais blogueuse, j'avoue, j'avais choisi le style très ivoirien. Moi, je ne prends pas de gants. Genre, si par exemple un truc est vilain, au lieu de dire, je pense que ça aurait pu être plus beau, j'allais dire, ah non, mais c'est moche, c'est dégueulasse. Et c'était assumé. Oui, donc c'est clair que quand tu parles du film de quelqu'un, il y a mis du cœur, de l'argent, du temps, et que tu dis que son film, c'est de la merde. Oui, les gens sont. Oui, j'ai eu quelques menaces. Il y en a qui ont dit, ouais, on va te poignarder. J'ai eu un peu des points. Il y a encore des petits films, on fait ici. Oui, il y a eu des gens qui ont arrêté de me parler. Après, je comprends. Je comprends parce que moi aussi, peut-être à leur place, j'aurais réagi pareil. Donc, ce qui fait que quand j'ai décidé de lancer ma voie de distribution, il y a beaucoup qui ont dit, mais toi, mais jamais je te donne mon film. Tu m'as critiqué, je suis nulle. Pourquoi je te donnerais mon film? Mais à l'époque, je pense que c'était un truc assumé parce que chaque fois que quelqu'un sortait un film, il était tout le temps là. Ah, mais Sonia, qu'est-ce que Sonia m'a dit? À cause de toi, j'ai fait des efforts. Il y a certains qui disaient, pardon, viens regarder avant pour que j'améliore, pour ne pas. Donc, ça mettait une certaine pression aux gens et je pense qu'ils avaient besoin de ça. Même moi, j'avais besoin de ça. Et c'est dommage que je n'écris plus pour des. Voilà. Voilà. Et c'est dommage. J'espère que quelqu'un va créer demain un blog de ce type-là pour pouvoir critiquer. Moi, j'avoue, j'ai plus le temps et puis je suis passée à une autre étape de ma carrière, je peux plus me permettre ça. Mais que quelqu'un va faire ça, parce que je pense que c'est toujours bien, ça met une pression positive aux gens de travailler plus, de faire attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils produisent, à ne pas juste se dire que ouais, je vais faire un film, le public n'est pas exigeant et puis ils vont contre ce que je produis, alors que si on veut s'exporter, il faut commencer à produire de la qualité, quoi. Je pense que le fait que toi aussi, tu as mis le pied dedans, et parce que tu as compris un peu aussi les acteurs de l'industrie. Ça a dû adoucir un peu. Non, ça fait que non, c'est surtout parce que je n'écris plus. Et puis, oui, je comprends un peu plus parce que c'est dur, mais ça n'empêche pas. Par exemple, moi, j'ai créé ma boîte de distribution en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu que 2 films dans mon catalogue. Pas parce qu'il n'y a pas de gens qui m'envoient des films. Genre, j'ai une vingtaine de films à regarder par mois, mais ils sont pas bons. Je veux dire ça. Je n'ai pas envie d'avoir 100 films dans mon catalogue pour dire j'ai 100 films qui sont pas bons.
Parce qu'après, il y va de ta crédibilité, il y va de ton image. Et je pense que l'exigence, qu'on ait les moyens ou pas, être exigeant, faire un bon truc. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir. Il y a des créateurs de contenu aujourd'hui qui font des trucs avec leur téléphone, quoi. Donc, l'exigence, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour être exigeant sur ce qu'on produit. La preuve, pour ton podcast, j'ai vu, il y a les lumières, il y a tout ça. Il n'y a pas, vous n'avez pas. Il y a une équipe. Voilà, il y a une derrière, équipe, je suis mais vous sûre n'avez qu'il pas y aura les moyens d'une grande chaîne de télé, mais vous essayez Mais quand on même est de très produire. exigeant. Voilà, vous êtes exigeant. Tu l'as vu, hein, Voilà, il y a exactement. de la rigueur, voilà, Voilà. l'équipe est très très rigoureux. Donc voilà, donc la là-dessus. rigueur, pour être rigoureux, on n'a pas besoin d'avoir des millions. Et de cette expérience, est-ce que tu penses que en Afrique, les gens acceptent moins facilement les critiques artistiques et culturelles? En général, lui-même, on accepte difficilement les plus critiques lorsque ça ne va pas dans notre sens. Et puis, oui, je pense que tout ce qui est artistique, les gens, on met tellement du cœur, c'est tellement, et on a tellement peu de moyens en Afrique pour produire tout ce qui est dans l'artistique, genre cinéma, musique, qu'ils le prennent très mal. Et comme je dis, je comprends. Le gars, il prend son argent, ses économies, et du temps, il fait un truc. Et puis toi, dans ton salon, devant ton écran, tu vas dire que c'est bien, c'est ceci. C'est un peu comme les supporters de foot. Exactement. Mais au moins, je sais que ce que les gens reconnaissaient, c'est que je donnais quand même des arguments pertinents de pourquoi j'aimais pas. C'était pas juste c'est moche pour me dire c'est moche parce que j'avais envie de délivrer. J'ai ajouté après pourquoi et ce qu'il fallait améliorer. Donc, mais bon, ça, c'est un passé très, très, très lointain. Et comme je l'ai dit, tu es chroniqueuse à NCI. Et rédactrice en chef. Et rédactrice en chef aussi. Et qu'est-ce que tu penses que les médias africains devraient faire, voilà, pour soutenir la culture locale? Alors, je pense que les chaînes, en tout cas en Côte d'Ivoire, commencent à faire de plus en plus, hein. Par exemple, NCI a créé récemment une case qu'on appelle NCI Création. Ils mettent des millions dans la production dans les séries. Naïf le fait, A+ le fait. Aujourd'hui, il y a les nouveaux production. voilà, pour encourager la production locale. Ils coproduisent même des films. Après, c'est pas le rôle d'une chaîne de télé de faire ça, mais en tout cas, les chaînes privées en Côte d'Ivoire le font de plus en plus pour aider la production locale, en tout cas dans ce qui est cinéma, série et tout ça. Donc, je pense qu'ils font de leur mieux en fonction de leur budget. Ils pourraient faire plus, mais après, je dis que c'est pas leur vocation de le faire aussi. Tu participes aussi à la distribution des films. Et pourquoi est-ce que les Africains ont du mal à consommer eux-mêmes leurs propres films, selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal? Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal? Moi, je pense que on a perdu la culture d'aller au cinéma. On a disait 29 000, si je ne me trompe pas de ce que tu as dit par rapport au film de Kaditouré. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, mais à la fois peu. Mais pourquoi? Ouais, parce que, comme je dis, on a perdu à l'époque, en Côte d'Ivoire, on avait une centaine de salles de cinéma. Aujourd'hui, je dis qu'on a quoi, 17 écrans. Donc, c'est même pas la moitié. On a perdu l'habitude d'aller au cinéma, donc il faut rééduquer les gens. Et puis, qu'on le veuille ou pas, je trouve que le cinéma en Afrique, et même en France, hein, c'est un loisir de riches. Parce que les tickets de cinéma, c'est cher, c'est pas tout le monde qui peut aller au cinéma. C'est pour aller voir, par exemple, un film américain, il faut débourser minimum 5 000 francs. Pour aller voir un film africain, il faut débourser minimum 2 500. Sachant que les salles de cinéma ne sont pas partout en Côte d'Ivoire. Si tu habites, je sais pas moi, tu habites à Marco, donc Dieu ainsi une salle, mais tu habites à Bassa, tu veux venir voir un film à Cocody, tu vas payer ton transport. Et généralement, on va pas au cinéma seul. Donc, supposons tu pars avec ton amoureux, ça fait 2 tickets, ça fait 10 000. On va prendre popcorn, on va prendre de la boisson. Vous êtes déjà à 20 000 juste pour ça. Le transport, 30 000. Tu peux faire ça combien de fois par semaine? C'est pas possible. C'est vraiment le riche qui peut se le permettre. Donc, oui, le cinéma, c'est un loisir de riche. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc, les gens sont obligés parfois d'attendre que ça vienne à la télévision pour regarder. Après, les salles sont tenues par l'idée qui veulent aussi se faire de l'argent, mais on ne va pas leur en vouloir. Ils essaient vraiment de réduire le max possible. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Et puis, il y a la communication aussi. Mais je veux savoir, est-ce que les distributeurs ne devraient pas plutôt investir dans des salles de cinéma à l'intérieur du pays? Après, c'est Parce que tout est vraiment centré dans les grandes villes. Mais est-ce que dans les villages aussi, on ne peut pas avoir de cinéma?
les distributeurs ne peuvent pas aussi, pour éviter justement la personne qui habite à Bassam, d'avoir dépensé autant d'argent pour venir à Sorokodi. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de construire des cinémas, un peu plus de cinémas à Bassam? Non, mais oui, faudrait une volonté. Je pense qu'il faudrait que. Bon, j'aime pas trop quand on dit faudrait que ce soit l'État. Bon, faudrait C'est ça, je parlais des Oui, distributeurs. non, c'est pas le rôle du distributeur, en fait. C'est un exploitant de ça qui devrait, ou bien un privé, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, se dit que je vais ouvrir une salle de cinéma et tout ça. Après, il faut vraiment faire une étude de marché, il faut voir si c'est rentable d'ouvrir un bassin, mais est-ce que, ouais, il y a des populations. Après, là, c'est un autre. Oui, mais je pense qu'il devrait avoir plus de salles décentralisées. Par exemple, dans les villes où il y a les stades aujourd'hui, grâce à la CAN, on a vu les villes qui fonctionnent. Par exemple, à Korogo, Boaké, Yamsokro. Bon, Yamsokro, ils ont une salle aujourd'hui. Mais par exemple, dans ces 5 villes de l'intérieur où il y a les stades, on se rend compte que là, ça bouge. Donc, oui, pour ouvrir les salles de cinéma, il faudrait qu'il y ait quelqu'un ou bien l'État décide de l'ouvrir, mais le distributeur, il n'a pas vocation à faire ça. Après, demain, si oui, je suis milliardaire, millionnaire, oui, pourquoi pas? Parce qu'une salle de cinéma, ça coûte cher. Mais après, je pense qu'il y a d'autres mécanismes. On pourrait faire les tournées avec, faire les caravanes avec les films à l'intérieur du pays. Ça encore, oui, c'est de l'argent. Mais je pense que c'est des choses qu'on pourrait développer parce que ça a été testé, ça marche. Les populations de l'intérieur veulent voir. Donc, je pense que oui, c'est une mécanique à développer aussi. Et est-ce que tu penses que les plateformes étrangères contrôlent trop la manière dont les histoires africaines sont racontées? Bah, si elles mettent de l'argent, moi, si je mets mon argent dans quelque chose, bien sûr que je vais contrôler. Bon, oui, si elles financent, elles vont contrôler, ça, c'est sûr. J'aime beaucoup prendre l'exemple du cinéma nigérien parce que c'est un modèle, bien sûr, pour le cinéma africain. Parce que je vois que le Nigeria, ces dernières années, ces derniers temps, ils se sont beaucoup tournés sur des films historiques Exactement. qui racontent leur histoire, qui est post-coloniale et pendant aussi la colonisation. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas copier un peu ça? Ne devrait pas s'en inspirer aussi? Parce qu'on a de belles histoires. L'histoire d'Abla Koko qui est très connue. On a l'histoire, on a vraiment de très très belles histoires chez nous. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas aussi faire ce type de film? C'est vrai qu'on est très réputé pour les films humoristiques, voilà, mais beaucoup dans l'humour. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi raconter pour les générations plus jeunes, pour qu'on connaisse aussi notre histoire, pour éviter justement que ces plateformes-là racontent notre histoire à leur manière? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas investir aussi dans des films historiques? Oui, on devrait investir dans tout, hein. Je veux dire que Nollywood, ils n'ont pas commencé par raconter leurs histoires. Ils étaient sur des films de sorcellerie qui étaient financés par les églises. Après, ils étaient sur les films qui montrent leur culture, sur les histoires de mariage, sur les histoires de famille puissante, de Igbo, de ceci. C'est aujourd'hui que voilà, ils commencent à raconter ça. Donc je pense que étape par étape, je pense qu'il faut trop raconter en fait. Faut continuer à faire notre humour, faut aussi partir sur les histoires d'auteurs qui vont permettre à ce qu'on puisse aller à Cannes. En fait, il faut raconter tout le temps qu'on a l'argent. C'est la seule chose qui coince en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays francophones, c'est les finances. C'est parce que les gens n'ont pas les moyens. Mais sinon, j'ai fait partie récemment d'une commission de films. J'ai lu des histoires incroyables de réalisateurs ivoiriens qui a comme plein de choses à raconter. Ah oui, il y a des très bons. Oui, il y a ils ont de belles histoires. Enfin, j'ai lu des scénarios, je me suis dit, waouh, il y a ça. Mais sauf que voilà, il t'écrit ça, il te dit qu'il a besoin, et son budget, c'est 200 millions de francs CFA. Où est-ce qu'il trouve? Où est-ce qu'il trouve? Donc, bah, comme il ne trouve pas, bah, souvent il va bâcler l'histoire ou bien il met ça dans un tiroir en attendant qu'un jour. Sauf qu'un jour, quand il aura l'argent, je sais pas moi, peut-être d'un grand d'un puissant là, bah, qui va modifier l'histoire, modifier l'histoire, modifier l'histoire, et finalement il sera édulcoré et puis bah, on ne se reconnaîtra plus. Et c'est tous des questions d'argent aussi, hein. Je pense que c'est ça un peu le problème de notre cinéma. Donc oui, je pense qu'on devrait raconter ces histoires-là. Et en même temps, on devrait continuer à faire ce qu'on sait faire, hein. L'humour, c'est tout ça qui fait, moi je pense, la richesse du cinéma en général. On évolue, hein. Donc, on ne sait jamais. Et on va dire aussi que le cinéma ivoirien a beaucoup évolué. Oui. Ça a beaucoup évolué. Et c'est quelqu'un qui vraiment qui mène un combat noble pour la culture ivoirienne à travers tes plumes, en apportant une critique pour vraiment booster les réalisateurs. Toi aussi, tu es dans la distribution maintenant. Tu as créé le festival Ivoire Paris Cinéma. Est-ce que dans tout ça, il y a eu un moment où tu avais envie de t'attendre? Ah oui, la deuxième édition, il voulait laisser. Mais qu'est-ce qui t'a Je voulais laisser. motivé pour continuer? Moi,
Après, moi, je suis très croyante. Donc, moi, je dis que c'est Dieu. Je dis toujours aux gens que je pars du principe que quand on a de bonnes idées, ça vient d'en haut. Et si ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, il te donnera toujours les ressources pour réaliser. Parce qu'il ne va pas te donner une idée et te laisser tomber. Donc, il va te donner les ressources. Non, j'ai failli abandonner parce que la première édition, je l'ai fait sous fonds propres. On fait venir des gens d'Abidjan, tout ça. Donc, je dis souvent à mon équipe, j'ai plus d'économie, donc ne me parlez plus d'argent. J'ai claqué mon compte en banque, il est à zéro, donc ne me parlez plus de sous. Même ma deuxième édition, en grande partie, a été encore faite sous fonds propres. Donc, ils m'ont dit, mais j'ai cru que tu n'avais plus d'économie. J'ai dit, c'est le reste des économies. Je suis laissez-moi. Oui, donc, oui, la deuxième édition, j'ai eu quelques soutiens financiers. Mais ouais, ça part, puis au vent partie, il n'y a pas même partie encore de ma poche. Enfin, à un moment, tu te dis, ah, je fais tout ça, pourquoi? Et puis après, tu te rappelles un peu. Tu te rappelles le pourquoi Tu te rappelles le pourquoi. Et puis tu te dis que en fait, tu es sur Terre pour une mission, c'est peut-être ça ta mission. Donc, fais ce que tu as à faire. Comme ça, que le jour où tu pars, tu te dis, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et si demain toute l'Afrique t'écoutait, Mhm, en 1 minute, mhm. quel message tu donnerais à la jeunesse africaine sur sa culture et son histoire? C'est important de connaître sa culture. Moi, par exemple, je sais qu'il y a une chose que j'aurais aimé, c'est que, par exemple, je ne parle pas très bien mes langues. Par exemple, je suis Gouro BT, je comprends bien Gouro, je parle un tout petit peu. Mais par exemple, le BT, je parle pas, je comprends pas. Tu es beaucoup comme moi. Voilà. Et depuis peu, j'ai commencé à essayer d'apprendre à connaître mon histoire, l'histoire de ma famille. Je me rends compte que en fait, il y a plein de choses que si j'avais su, j'aurais pu éviter. Donc, c'est important de... C'est vrai que quand on est en ville, on voit tout, on a peur du village, on voit tout, on s'en s'évanouit, mais c'est important de connaître son histoire. Ça nous permet d'anticiper, de comprendre certaines choses qui nous arrivent dans notre vie. C'est important d'investir dans sa culture. C'est important de se connaître, de connaître son histoire. Et puis, c'est important aussi de voyager, parce que les gens ont l'impression que connaître son histoire, être attaché, ça veut dire rester là. Non, non. Voyager permet d'ouvrir l'esprit, connaître son histoire permet de savoir d'où on vient et savoir toujours, en fait, comment dire, voilà, rester là. Ne pas se perdre, en fait, permet de ne pas se perdre. Donc, à la jeunesse africaine à laquelle j'appartiens, c'est vraiment d'apprendre notre histoire le plus possible pour ne pas se perdre. Parce que quand on ne la connaît pas, on se perd, on s'oublie. Ah, c'est vrai. On Ça, c'est s'oublie. vrai. Pour savoir où on va, faut On savoir voit d'où on vient. Voilà. d'où on vient. C'est exactement. Je cherchais même cette maxi. Exactement. Il faut savoir d'où on vient. Et est-ce qu'il y a quel est le rêve que tu aimerais accomplir dans quelques années? Et ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça serait que le cinéma ivoirien puisse s'exporter, que les professionnels du cinéma puissent vraiment vivre, c'est-à-dire qu'on ait des stars qui nous fassent rêver, c'est-à-dire quand on voit qui n'est pas fin, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'ils viennent nous faire des appels aux dons parce qu'ils sont malades tout et tout. Ça serait une vraie industrie où on a de vrais professionnels qui vivent de leur art. Alors, j'aimerais que Paris Ivoire Cinéma, tout le monde me dit pourquoi tu n'as pas appelé ça Ivoire Cinéma. Je dis parce que en fait, j'ai dit Paris Ivoire Cinéma parce que pour moi, dans ma tête, c'est que dans quelques années, il y a Marseille Ivoire Cinéma, New York Ivoire Cinéma, Miami Ivoire Cinéma. Chaque ville du monde. Voilà, chaque ville du monde. On va découvrir le cinéma, connaître aussi l'Ivoire. Exactement. Et puis, j'espère à un moment qu'il y ait plus de distributeurs en Côte d'Ivoire, avoir plus de films en catalogue, faire connaître et permettre à certains jeunes Ivoiriens qui sont dans la réalisation de se former. Parce que je pense que c'est un gros problème aussi en Afrique. Beaucoup de personnes sont dans les métiers artistiques, culturels par passion. Du coup, ils ne sont pas formés. Donc, il y a certains qui sont bons, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de formation. Oui, j'ai appris sur le tard. Voir qu'il y a des choses qu'on apprend sur les bancs. Franchement, je suis de ceux qui pensent que l'école, là, c'est important. Donc oui, pouvoir, je sais pas, avoir suffisamment pour financer, sponsoriser la formation de certaines personnes. Pas forcément en France, hein, ça peut être aux États-Unis, en tout cas dans les pays où le cinéma est développé, ou même la Corée du Sud, où je pense que voilà, ils sont très loin. Et puis, faire voyager le cinéma ivoirien le plus possible, de ça parce qu'on a une vraie industrie et que tout le monde puisse vivre en tout cas de son cinéma. D'accord. En tout cas, Sonia Guiza, merci pour ta présence sur le match. Merci. C'est avec un très grand honneur que je reçois une chroniqueuse de la NCI dans notre humble émission. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Et merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous apporter votre soutien, vraiment votre amour pour cette émission. Et je remercie toute l'équipe qui fait ce magnifique travail
pour que vous ayez de très belles images. Gareth à la production, Paul et Samuel à la partie technique et puis toutes les autres personnes qui travaillent sur l'émission Nat Show. Merci à eux, merci à vous de nous suivre. Je vous dis à très très vite avec le prochain invité ou les prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.